Bonjour Bona, bienvenue dans Histoire de Parisien. D'ailleurs, je t'appelle Bona. Oui, Je plus... peux? On peut se Oui, tutoyer? bien sûr. C'est plus convivial. Il vient d'où ce diminutif d'ailleurs? C'est ma mère qui a eu l'habitude de m'appeler comme ça. Bonaventure, C'est trop long. C'est beau, mais c'est trop long. Voilà, donc ouais, elle a eu l'habitude de m'appeler par ce diminutif-là. Puis c'est resté. Puis, vous étiez nombreux à la maison? Ah oui. 12 frères et sœurs? 12 frères et sœurs, oui. On était nombreux. Puis du talent dans toute la famille. On va se concentrer sur le Paris Saint-Germain. Quel est ton premier souvenir du PSG? La première fois, je ne sais pas, que tu as vu un maillot, que tu as vu le logo du club? Aussi loin que je puisse me rappeler, c'est avec Georges Weah. Les débuts de Georges avec Paris. Ça, c'est, voilà, la Coupe d'Europe aussi. Ça, c'est des souvenirs impérissables. Son but contre le Bayern, je pense que j'avais vu ce match-là. Le grand Georges Weah. Voilà. Tes premiers pas dans le foot, c'est comment? Mes premiers pas, c'est... Depuis le primaire, je pense depuis que j'ai commencé à faire mes premiers pas, à marcher, parce que le foot, pour mon père, c'était une religion, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le foot, donc très tôt, il m'a, si on peut le dire comme ça, il m'a transmis le virus du foot. Et c'était un rêve de devenir pro? C'est quelque chose tout de suite ou c'était vraiment pour jouer avec frères et sœurs, les copains dans la rue? Au début, c'était juste pour se faire plaisir, prendre du plaisir avec les amis. Parce que le foot, c'est un sport beaucoup moins coûteux que le tennis, par exemple, ou d'autres sports. Donc, avec un petit ballon qu'on fabriquait nous-mêmes, on pouvait jouer. Donc, je pense que très tôt déjà, avec des amis, c'était pour moi un défouloir parce que on pouvait pas rester tous à la maison. Et moi, ça me permettait de m'évader un peu, de passer un peu de temps en dehors de la maison avec les amis. Et c'est aussi de ce football avec les amis, de ce football de la rue que viennent ces qualités, tes qualités, notamment de dribble, de... Oui, je pense que ça forme, ça forge aussi le football de rue. Et puis, nous, c'était pas des parties avec gardien, tout ça. En Côte d'Ivoire, on appelle ça le petit poteau ou maracana. C'est du foot à 6 avec des petits buts. Mm-hmm. Et puis, la surface est réduite. Ça permet de développer la technique. Ah bah oui, ça explique beaucoup de choses dans ta carrière. Hein. Des petits buts. Ouais, ça permet de développer la technique, les habiletés techniques. Donc voilà, je pense que ça m'a formé aussi. Et quand tu quittes la Côte d'Ivoire, tu as déjà joué en pro et pourtant tu es très jeune. Oui, j'ai commencé très tôt à la SEC. Hein. J'aurais pu, ou alors j'aurais dû commencer un peu plus tôt. Dès l'âge de la 3e, déjà, l'équipe d'Oumé, la ville où je suis né, qui s'appelle Oumé, les dirigeants sont passés voir mon père, qui était enseignant, pour lui demander que je rejoigne l'équipe. Mais il n'a pas accepté, il voulait que j'aille jusqu'au bac. Et les études d'abord, ça voilà. C'est bien les parents. Mon père était enseignant, hein, avec tout ce que ça comporte aussi, la rigueur. Il n'acceptait pas que je mette tous mes œufs dans un même panier. Il voulait que j'aille le plus loin possible et puis après pouvoir suivre mon rêve. Voilà. Comment il se fait le passage à la vie européenne? Parce que tout est différent et quand on arrive, je ne sais pas, vous, à 16 ans? 16 ans et demi? À 17 ans. 17 ans et demi. Pour moi, déjà, c'était... Il y avait le choc culturel, déjà.
Je suis allé en Hollande. Peut-être qu'en France, ça aurait été différent. La Hollande, c'est autre chose, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des habitudes. La langue aussi. De la langue aussi, tout est différent. Bon, Dieu merci, j'avais des bases en anglais, parce que là-bas, tout le monde parle anglais. Mais je suis arrivé en hiver aussi. Ah oui, pire moment. Je suis arrivé en hiver et puis c'était pas évident, mais j'étais en mission aussi. Et cette mission-là, pour moi, je suis l'aîné de ma famille. Et puis quand j'ai commencé à jouer, mon père allait à la retraite. Donc c'était un passage de témoin. Le chef de famille. Voilà, j'avais une obligation de résultat. Voilà, je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas autre choix pour moi que de réussir. Et c'est ce qui s'est passé, 6 ans aux Pays-Bas. Tout à fait. 6 ans, quand même. Quand même, oui. Oui, 6 ans, vraiment, où je me suis fait à la rigueur européenne. Beaucoup de bons moments, des illusions aussi, mais c'est ce qui fait la vie d'un sportif. Et après, direction la France avec la Ligue 1 à Auxerre. Donc 2 ans à Auxerre, le temps de gagner ton premier trophée en France. Alors je vais revenir sur cette Coupe de France parce que le 2 mars 2005, avant de la gagner justement avec Auxerre, vous avez affronté le Paris Saint-Germain. Oui. Très gros match de Bonaventure Kalou. Oui. Est-ce que dans la tête ou dans l'air, il y avait déjà... Non, même pas. Je pense qu'à cette époque-là, Auxerre, c'était un peu l'épouvantail des grandes équipes, que ce soit Paris, Marseille. On les a à l'époque battus à la Baie des Champs. Donc, non, il y avait aucun contact. Pour moi, c'était... dans la continuité de ce qu'on a fait cette saison-là, faire de très gros matchs à domicile, et puis c'est ce qui s'est passé avec Paris. Donc vous remportez avec Auxerre la Coupe de France. Avec Auxerre, oui. Tu es 2e meilleur joueur du championnat de France cette année-là. Tout à fait. Pourquoi choisir le PSG? Comment est-ce que ça s'est fait? Comment ça s'est fait? Je pense qu'à l'époque, Jean-Michel Moutier était directeur sportif, si je ne m'abuse. Il est rentré en contact avec mon agent de l'époque, et puis ils ont entamé des discussions. Il y avait quelques autres clubs, mais pour moi, c'était un rêve de porter ce maillot que des joueurs mythiques comme Ginola, à qui je vois une admiration sans faille. Des joueurs qui m'ont fait rêver quand j'étais dans mon petit village là-bas en Côte d'Ivoire, comme Georges Weah. Porter ce maillot-là que ces gens-là ont porté, c'était l'aboutissement d'un rêve pour moi qui se réalisait. Donc la question ne s'est même pas posée. Quand mon agent m'a appelé, j'ai tout de suite dit que je voulais aller à Paris. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, l'entraîneur, c'est Laurent Fournier. Il est tout jeune. Tu passes de Giroud à Auxerre à Laurent Fournier. Oui, c'était une autre époque, une autre manière de voir le football. Avec Giroud, il était partout à la fois. Il gérait tout, ce qui n'était pas mauvais en soi, mais... il gère aussi votre vie privée, quasiment. Oui, des fois, une anecdote, après les fêtes où ça avait été assez arrosé, et le lendemain, le 1er janvier, on devait aller en stage. Et j'ai fait appeler par mon épouse pour dire que j'étais malade. Il m'a fait venir le médecin à la maison. Et j'ai avoué au médecin, c'est vrai, je suis pas malade, mais je suis un peu fatigué, je ne pourrais pas aller. Mais bon, il gérait tous ces aspects-là. Et il m'a dit un jour, s'il m'avait connu plus tôt,
et plus jeune, il aurait fait de ma carrière une autre que celle que j'ai eue. Bon, c'est aussi ça, qui sait. Mais donc, quand tu commences à t'entraîner avec Laurent Fournier, les habitudes changent. Mais premier match au Parc des Princes et tout de suite un festival. Passe décisive et but, c'était contre Metz. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Oui. C'est magique de commencer comme ça au commencer parc. Au parc. Le stade était... On a joué à guichet fermé ce jour-là. Et puis, commencer de cette manière-là, c'était un début rêvé. Après, c'est un match que voilà, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui m'en parlent encore. Ça avait été un match complet où j'ai justifié quand même le fait que les dirigeants aient fait l'effort de me... Parce que c'était un magicien qui arrivait à Paris à l'époque. C'était comme ça que les supporters... Oui, j'étais précédé par cette réputation-là. Avec Auxerre, j'avais fait deux belles saisons. Donc voilà, c'était un peu l'aboutissement de ces belles saisons-là que de venir à Paris. Ça se passe bien, l'acclimatation à Paris, au PSG, tes débuts. Ouais. Il y avait des joueurs en particulier avec qui tu t'entendais bien? Oui, avec Pedro, avec Mario aussi, Yepes, Modeste, Mbami. Oui, c'est vrai que on avait un très beau groupe de bons joueurs et que malheureusement la mayonnaise n'a pas pris sur la durée, mais les souvenirs que j'ai avec ces gens-là, c'était du respect mutuel. Et puis beaucoup d'autodérision dans les moments difficiles, parce qu'il y en a eu. Et Paris, c'est jamais évident. C'est un public très exigeant. Et le football, ça tient à très peu de choses, à des détails. Un ballon qui doit rentrer, qui tape le poteau. Et pourtant, c'est pas des petits buts, hein. Non, c'est autre chose que le Maracana. Mais bon, j'ai préféré, moi, garder les beaux moments que j'ai passé ici. Au Paris Saint-Germain, la grande différence avec les autres clubs, c'est l'attention médiatique, l'attention du public. Ça a été un grand changement pour toi? Oui, mais j'y étais un peu habitué avec Feyenoord, mais à un degré moindre. C'est vrai que Paris, voilà, il y a toujours une histoire dont on doit parler, extra-sportive des fois, mais il faut bien toujours trouver quelque chose. Et à la longue, c'était un peu usant, mais ça faisait partie aussi du job. À la trêve, vous êtes 4e. Le président nomme Guy Lacombe à la place de Laurent Fournier. Comment est-ce que toi, tu vis ce changement? Je me dis que ça fait partie du football. Guy Lacombe, il a plus un profil à la Giroud. À la Giroud, un peu plus sévère, qui laisse rien passer. Bon, je pense qu'on était à la trêve. 4e. J'étais à Abidjan, oui. J'étais en Côte d'Ivoire quand j'ai appris le changement d'entraîneur. C'est Paris, et puis c'est comme ça. J'ai pris quelques renseignements sur le nouvel entraîneur. Je savais que les choses allaient être différentes de Laurent Fournier, de l'approche de Laurent Fournier, qui était une approche un peu plus relaxe,
et qu'il fallait il allait falloir courir et travailler. Et travailler et ne pas s'endormir. Bon, voilà. Et vous terminez 9e cette saison en Ligue 1. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi compliqué avec le PSG ? Parce que 9e, c'est pas... Non, c'est pour le standard du PSG, non. 9e, c'est pas acceptable. Si je m'attendais, non. Vu l'effectif qu'on avait, vu les joueurs de talent qui composaient cette équipe-là, non. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paris, c'est jamais évident. Il y a toujours de l'extra sportif qui rentre en ligne de compte. Donc, Toi, tu as inscrit 11 buts cette saison. Ouais. Alors, à la tête que tu fais, je le dis pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est pas forcément un total qui te satisfait. Non, je me dis que le minimum que je m'étais fixé, c'était au moins 15 buts. Et ce qui n'était pas, comment dire, impossible, eu égard à l'équipe qu'on avait et puis ce que j'avais fait les années avant d'arriver à Paris. Donc oui, c'est... Après, on peut ajouter les passes décisives aussi, parce que est-ce que tu étais vraiment le buteur ou est-ce que... Non, j'ai jamais été vraiment un buteur dans là. Moi, le buteur, c'est celui qui vit, qui respire. Et parce que j'ai joué avec des attaquants qui, pour eux, peu importe comment l'équipe joue, peu importe le résultat du match, fallait qu'ils marquent. Moi, c'était pas ça. Pour moi, je prenais autant de plaisir à faire une passe décisive qu'à marquer un but. Eh bien, tu sais que je ne crois pas en ça. J'arrive pas à imaginer comment ça peut être vrai. Non, mais pourtant, ça l'était. Pour moi, faire briller un partenaire que l'équipe gagne, c'était beaucoup plus important que je le fasse moi-même. J'aurais aimé... Donc tu considères la passe décisive comme... c'est presque un but. Oui. Parce que malheureusement, on est dans une ère où ce qui compte, ce sont les stats. Mais moi, je regarde toujours pas la conclusion d'une action. Je regarde le plus difficile en football, c'est celui qui crée le décalage, celui qui élimine un adversaire pour mettre le partenaire dans les meilleures conditions pour marquer. C'est beaucoup plus difficile que marquer un but. C'est plus romantique comme vision aussi. Oui, malheureusement, c'est une vision qui tend à se perdre parce que c'est aussi ça, parce que aujourd'hui, après un match, on sort les stats, passes décisives, buts, alors que moi, je sais par expérience que le plus dur dans le football, c'est éliminer un adversaire, c'est créer le décalage pour faciliter la tâche à un partenaire. Justement, tu évolues avec Pedro Miguel Paoletta, qui a été un des plus grands buteurs du Paris Saint-Germain. Tout à fait. Et il attendait beaucoup de tes passes. Oui, après, avec lui, c'était très facile. Il avait des déplacements très, très intelligents. Il fallait juste mettre le ballon dans le bon tempo pour que lui, il finisse les actions. Donc, voilà, quand vous jouez avec quelqu'un comme ça, qui sent le football, qui a une intelligence de jeu, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui jouent derrière lui. Mais le buteur décisif pour décrocher la Coupe de France, c'est toi. Oui. Tu ouvres le score face à Marseille. On est donc en finale de Coupe de France de la saison 2005-2006. Ouais. Et tu remportes un titre avec le Paris Saint-Germain. Oui, c'est
Tu te souviens de ce match? C'était contre Marseille. Oui, il y a tout qui est particulier. Oui, on sortait d'une saison très, très difficile. Je m'en rappelle encore. C'était la seule chance pour nous, la seule occasion pour nous de bien terminer cette saison-là. Et puis, qui plus est contre Marseille, à domicile, au Stade de France. Ce match, oui, je me rappelle, il y avait une préparation assez particulière. Il y a des matchs comme ça où on sent que, les choses ne peuvent pas nous échapper. Parce que les PSG Marseille, pendant la saison, ils ne s'étaient pas très bien passés. Non, je me rappelle encore d'un PSG Marseille, Marseille PSG à Marseille, où il y avait eu l'épisode du vestiaire. PSG Marseille, où ils avaient amené leur équipe B. Oui, il y a eu, cette saison-là a été particulière, ces rencontres-là. Donc, c'était le 3e match et il fallait absolument le gagner. Et c'est toi qui ouvres le score. Oui. Tu t'en souviens? Très bien. Très bien. Oui, je revois encore l'action parce que c'est un ballon où Taïwo, le latéral gauche de Marseille, il fait un crochet sur Edouard Cissé. Et le public marseillais était derrière le but. Et ils ont chambré un peu Edouard parce qu'il avait taclé dans le vide. Ils l'ont chambré et il revient, il refait un tacle et le ballon arrive dans la surface et puis sans réfléchir, je frappe, barre rentrante. Après, il y a eu moins de bruit du côté là. Comme quoi, il faut faire attention avant de chambrer un joueur adverse. Tout à fait. Mais tu parlais d'une préparation particulière. Est-ce que tu te souviens que dans le bus qui vous amenait au stade, tu as cité une phrase de Shakespeare à un adjoint de Guy Lacombe? Oui. Oui. Alors, je vais te la récupérer. D'accord. Je ne sais pas si je l'ai noté. D'accord. Ah oui, on en est à Shakespeare, nous. Hein. Ah. Voilà, nous, on ne s'arrête pas à des petits trucs. Ah, il vous a sorti ça? J'ai trouvé ça. J'ai préparé ça et j'ai trouvé cette phrase, qui est d'ailleurs une phrase qu'on pourrait répéter assez souvent aujourd'hui. L'adversité a le venin du crapaud, mais un joyau, lui, sur son visage. C'est ça? Hein? Absolument. Voilà. Oui. Il fallait sauver cette saison, oui. C'est ce que ça signifie. Oui, bien sûr. Et on avait fait face à beaucoup d'adversités avec nos supporters qui venaient au camp de loge parce qu'ils n'étaient pas contents. J'ai toujours fait face. Je suis allé les voir des fois. Il y a eu des réunions assez tendues avec les supporters. Donc, c'était le couronnement d'une saison assez compliquée. Et oui, cette phrase-là, pour moi, résumait bien que ce joyau-là, ça devait être la Coupe de France. Et puis après, je l'ai dit comme ça dans le bus, dans le bus à l'agent de Guy Lacombe parce que je le sentais vraiment. Et puis, je ne pensais pas qu'il aurait. Non, mais il s'en serait rappelé. C'est des moments particuliers et surtout que de ce que j'ai pu découvrir ou en tout cas entendre, tu lisais beaucoup? Oui. Je lisais beaucoup. Et des fois en sélection, et c'était pas des fois c'était une fois en sélection, je pense que j'avais un bouquin sur, je sais pas, Platon. Et mon voisin de chambre, il me demande à quoi ça te sert de lire des choses comme ça.
Il n'y a pas que le football dans la vie. Et c'est ce que je lui ai dit. Moi, j'avais une approche assez particulière du football. Et je le dis encore, les gens ont une image du footballeur allez, c'est celui qui s'est tapé d'un ballon et puis après, dans la vie, c'est qui ne peut pas réfléchir pour lui-même et pas lui-même. Et moi, j'ai toujours voulu avoir une autre image. Et peut-être que ça vient du fait que j'ai eu un père enseignant. Mon père, il lisait beaucoup. Et puis bon, moi, j'ai toujours... Ça permet aussi de voyager, ça permet de... quand j'étais gamin dans mon petit bled en Côte d'Ivoire, les bouquins que mon père avait à la maison, des fois, on lit un bouquin et puis on se projette, on se retrouve dans un autre pays, dans un autre environnement que le nôtre. Donc voilà, ça me permettait de voyager. On t'a parfois reproché ton inconstance, mais est-ce que le fait que quand tu jouais au Paris Saint-Germain, la Côte d'Ivoire était en pleine guerre civile, est-ce que c'était pas un côté compliqué d'être ici, loin? Ou peut-être plus simple en étant... Non, peut-être que je suis... où j'ai été le genre de footballeur qui fonctionnait à l'affectif, peut-être, un peu trop. J'idéalisais les choses, j'avais besoin de sentir autour de moi qu'il y avait cette confiance-là en moi pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. La crise en Côte d'Ivoire, non, pas. Je savais que mes parents n'étaient pas en danger. Ça me faisait... oui, j'étais pas bien que mon pays traverse une crise aussi sanglante. Je n'étais pas bien que le pays que j'ai connu, le pays de mon enfance, soit coupé en deux. Non, ça ne me plaisait pas, mais en même temps, non, je ne peux pas lier ces deux événements. L'inconstance, à Auxerre, j'ai été beaucoup plus constant. À Paris, j'ai fait de très, très grands matchs et de très mauvais. C'était un peu l'ascenseur émotionnel. Voilà, oui. Mais non, c'était pas lié. Peut-être que à un moment donné, les événements ou alors j'ai besoin que les gens autour de moi aient confiance en moi. Et c'était pas le cas à un moment donné, donc peut-être que mentalement, c'était plus difficile. Alors, je parlais de la Côte d'Ivoire parce qu'à l'été 2006, tu t'envoles pour l'Allemagne, pour la Coupe du Monde. Avec la Côte d'Ivoire, ça se passe pas forcément bien puisque vous êtes éliminé rapidement. Ouais. Et quand tu rentres à Paris, alors c'est peut-être lié avec ce que tu viens de dire, c'était pas un bon moment, t'étais pas en forme. Le début de saison 2006-2007. Oui, j'ai pas eu une bonne préparation. Après, c'était pas une très bonne décision. J'aurais dû m'accrocher. J'aurais dû aller au bout et ne pas partir sur une note aussi décevante. J'aurais dû. Et jusqu'aujourd'hui, et ça, quand des fois je donne des conseils à des jeunes joueurs ou à des aspirants professionnels ou à des professionnels même, c'est de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Je n'aurais pas dû quitter Paris.
de cette manière-là, surtout. Mais bon, tout ça, c'est de quelle manière tu veux parler? Alors, on sortait, la saison avait été décevante, c'était pas une bonne saison. Après, il y avait beaucoup d'espoir sur cette Coupe du Monde-là qui s'est pas bien passée. Et je n'ai pas eu une préparation efficiente pour Pourtant, attaquer. tu retrouvais l'Europe. Oui, pour attaquer la saison à venir. Après, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, qui clairement ne compte pas sur vous, mais c'est en ce moment-là, précisément, qu'il faut faire tourner l'opinion des gens et puis montrer que, voilà, on a envie de se battre pour au moins que les choses se passent différemment. Parce qu'il y a eu à l'intersaison l'arrivée de Pierre-Alain Frot, d'Amara Diané. Tout à fait. Ça faisait encore plus de concurrence, mais c'est pas ça qui... Non, du tout. Je pense que la concurrence, tout le long de ma carrière, je l'ai connue. Et quand on est footballeur professionnel, c'est des choses qui sont courantes. Chaque année, surtout dans un club comme Paris, il y a des joueurs qui arrivent. Non, c'était pas ça. Moi, mentalement, j'étais arrivé un peu à bout. Je voulais changer d'air, mais peut-être que j'aurais pas dû. Je vais rester sur cette saison avec quand même quelques bons moments. Tout à fait. De retrouver la Coupe d'Europe. C'est le meilleur souvenir de ta carrière, ça, la Coupe d'Europe, avec Rotterdam. Oui. Parce que vous avez remporté la C3 à l'époque, C3, oui. La Coupe de l'UEFA. Oui, c'est... Allez, il n'y a pas beaucoup de joueurs, même en Europe, qui peuvent se targuer d'avoir gagné une Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, en termes de prestige, c'est des tournois qui viennent juste après, c'est des trophées qui viennent juste après la Coupe du Monde. Donc, oui, avoir été le premier footballeur ivoirien à gagner une Coupe d'Europe, oui, c'est quelque chose de gratifiant. Après, j'aurais aimé en gagner d'autres, hein, mais bon. Avec le Paris Saint-Germain, tu inscris 2 buts quand même en Coupe d'Europe. Oui, je m'en rappelais plus, mais bon. Oui, 2 buts. Parce que c'était une saison compliquée. Une saison compliquée, contre le Panathinaikos, je pense. Ah oui. Oui, cette année-là, on a été qualifié pour l'Europe, mais ça a été une saison compliquée mentalement pour nous tous, hein, pour tout le groupe. Mais comme je l'ai dit, moi, à un moment à Paris, ce que je garde, c'est le positif. Le Parc des Princes, ça fait partie des choses positives. Oui, oui, c'est un stade. Il a quoi de différent, ce stade? Je sais pas, c'est inexplicable. Rentrer dans le parc quand il est plein et que il y a cette ambiance des grands soirs, ça c'est le rêve de tout footballeur. Je sais pas, c'est le parc a quelque chose de particulier. Il y a 2 stades comme ça qui m'ont marqué dans ma carrière. C'est De Kuip à Rotterdam et le Parc des Princes. Voilà. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'ensemble de ta carrière? Je me dis que je suis avec du recul, hein, je préfère de toutes les façons. Il y a des choses qu'on aurait aimé mieux faire. Ça, c'est humain. Hein. Mais on ne peut pas vivre avec des regrets. Je suis de nature très optimiste et je pense que les choses auraient pu
être différentes, mais elles auraient pu être aussi pires. Et donc, je regarde ma carrière, je me dis, je suis parti de loin quand même. J'ai commencé avec beaucoup de gens en équipe nationale junior. J'ai été le seul qui suis monté en équipe nationale senior. Je suis allé très tôt, j'ai pu avoir la chance de signer professionnel, de mettre ma famille à l'abri, ça c'est... De montrer la voie à ton frère. De montrer la voie à mon frère, parce que lui, je t'explique... On parle de Salomon. Salomon, il était à l'académie Mimo Sifcom en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à la SEC. Je l'ai fait venir à l'académie Mimo Sifcom. Après, 1 an après, je suis parti en Hollande. Et ça ne se passait pas bien à l'académie. Donc, je suis allé voir mon directeur sportif à Feyenoord pour lui dire que j'ai mon petit frère qui n'est pas mal. Ce serait bien qu'il le prenne à l'essai. Bon, ça n'a pas été facile. Le directeur sportif, il ne voulait pas. Et puis, j'ai dû insister. Il est venu. Il s'est blessé. Il a fait 3 mois sans s'entraîner. Et puis, en été, il y a eu un tournoi. Il a terminé meilleur joueur. Ils l'ont signé. Donc, je pense vrai chef de famille. Tu avais vraiment ce rôle de chef de famille. Non, c'était une mission pour moi. J'aurais pu, comme d'autres l'ont fait, me concentrer sur moi-même. Mais je me dis aussi que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est de tendre la main aux autres, essayer d'aider comme on peut, comme on peut, essayer d'aider les autres. Et ça a toujours été... Et tu aurais pu amener Salomon Kalou au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas? À Auxerre aussi. Giroud, à un moment, Giroud le voulait là-bas. Mais bon, je suis content pour lui. Je suis content de la carrière qu'il a pu faire. Et comme je l'ai dit, pour nous deux, c'était pas gagné. Il y a des éléments qui auraient... L'importance du travail. Oui, qui auraient... Avant d'aller en Hollande, j'ai fait des essais dans plusieurs clubs en France. Je suis passé à Nantes, à Lens, je ne sais plus, à Lorient. Et puis, ils ne m'ont pas gardé. Ça veut dire que le football, des fois, ça se joue à très peu de choses. Et c'est ce que je donne comme conseil aux jeunes aujourd'hui. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que le football, il y a beaucoup d'appelés, très, très peu d'élus. Ah oui. Qu'est-ce qui te reste aujourd'hui du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui reste en toi de ce club? J'ai toujours un amour profond pour ce club-là. Je suis un supporter de tous les jours de Paris. C'est vrai que le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le Paris Saint-Germain de mon époque, mais ça reste Paris. C'est un club que j'ai... Tu es heureux de le voir grandir comme ça? Bien sûr. Bien sûr, quand on aime... je veux dire, quand on aime quelqu'un ou qu'on aime quelque chose, on veut toujours qu'il y ait une amélioration. Moi, j'étais content, je suis content que le PSG aujourd'hui soit un vrai grand club. Et un grand club, ce sont des bases. Et aujourd'hui, il y a la construction d'un nouveau centre d'entraînement qui est en cours. Il y a tout ce qui a été apporté comme amélioration pour que le club soit aujourd'hui cité parmi les grands clubs en Europe. Donc, je suis content. Tu es maire de Vavois, en Côte d'Ivoire. Comment on voit le Paris Saint-Germain depuis la Côte d'Ivoire? Oui. Il fait rêver le club. Bien sûr. Attends, c'est le rêve de
de beaucoup de gamins un jour de pouvoir avoir su floquer sur son cœur la Tour Eiffel et puis jouer pour un club comme le Paris Saint-Germain. C'est le rêve de beaucoup de gamins, mais entre le rêve, et je le dis tout le temps, entre le rêve et la réalité, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de travail. Merci beaucoup pour ces moments. Merci pour ces échanges, Bona. À bientôt. Très bientôt. À très bientôt. Merci.